Ah, je commençais à apprécier un personnage, bien entendu qu'il fallait que vous le tuiez, hein. Bon, avant qu'on me réponde une énième fois en commentaire, oh, mais il faut pas s'attacher au personnage dans la série, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, je pense que la plupart des gens qui font ce commentaire-là le disent dans un sens un peu léger, hein, pas dans un sens direct comme ça, mais ouais, si vous pensez vraiment que pour apprécier la série, il faut pas s'attacher au personnage, ben jamais je ferai ça. Hein. Moi, l'un des attraits principaux d'une œuvre fictive, c'est de créer des personnages auxquels je m'attache. Hein. Et s'il faut pas que je fasse ça, et ben j'emmerde cette série. Hein. Mais c'est juste par rapport aux quelques commentaires qui me disent ça. N'empêche que je m'attache quand même au personnage, et s'il leur arrive quelque chose, ça me frustre un petit peu, mais si c'est bien amené narrativement parlant, je peux apprécier quand même, hein, nous sommes d'accord. Et là, c'est pas que c'était mal amené du tout, hein, c'est juste que il y a un petit côté frustrant par rapport à ça. Enfin bon, je vais en parler vers la fin de cette vidéo. On commence une fois de plus avec Jon Snow, hein, pour faire vite. Du côté de Vert, elle se retrouve donc dans son petit village et qui finit, aux surprises, par être attaquée par l'armée de Ygritte et compagnie, là, et bien entendu, il massacre tout le monde, sauf Ver et son fils, qui se cachent un petit peu et qui sont repérés par Ygritte. Ygritte qui se dit, oh, je vais pas la tuer, je dis, ah, reste caché, chut, fais pas de bruit. Alors bon, c'est un petit peu marrant par rapport au fait qu'il y a quelques épisodes de ça l'embêtait pas de tuer au loin avec une flèche un père de famille tout à fait innocent. Cela dit, avant qu'on reprenne là-dessus, je comprends très bien la configuration. Hein. Là, elle est un petit peu obligée de suivre le mouvement parce qu'on la voit direct, elle est parmi les autres. Là, elle peut cacher ça, quoi. Elle peut se permettre de cacher ça puisqu'il y a qu'elle qui voit ça. Donc c'est bien de montrer, et j'apprécie ça, qu'elle y prête à faire beaucoup de choses pour pas sortir du groupe, pour pas mal se faire voir par le groupe, mais si elle a l'occasion de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un qui ne mérite pas ce massacre, elle le fait. Donc c'est bien de montrer que elle a encore des principes, elle a quelques principes et c'est pas juste une sale méchante comme les autres, elle. Ça fait plaisir de voir ça. Mais bon, quoi, on repasse rapidement à une scène avec notre garnison à Château Noir et qui est super inquiète. Ils ont vent de ce qui s'est passé là dans le village. Donc Sam qui est punaise, qui s'en veut à mort, c'est compréhensible. Les autres se disent que c'est mal barré pour eux parce que et ben voilà, ils arrivent, là ça va pas tarder, la grande attaque contre Château Noir. Ils sont 100 contre 100 000. C'est-à-dire que au gouffre de Helm, c'était 300 contre 10 000, et déjà c'était plus ou moins râpé pour eux. Là, 100 contre 100 000, c'est même pas la peine, hein. C'est foutu de chez foutu. Alors, je suis assez impatient de voir comment ils vont arriver à justifier le fait que Jon Snow survivra. Je suis quasi certain que Jon Snow va survivre, hein. Je sais pas du tout pour les autres. Si ça se trouve, ça va être un massacre et Jon Snow sera capturé pour une raison X. C'est pas impossible. Après, je serais pas contre quand même que qu'il y en ait d'autres qui survivent, ne serait-ce que Sam pour qu'il se retrouve avec Ver, qu'il y ait un truc sympathique qui se crée. Enfin bon, je dis ça, je sais que j'en demande peut-être trop d'espoir. Oh, j'ai vu trop de films Disney, comme on le dit, si vous voulez. Alors, en tous les cas, du côté de Daenerys, il y a un autre couple qui commence à se former de façon plus directe aussi, c'est le couple entre Vergris et comment elle s'appelle cette femme déjà, Myrandei. Voilà, c'est la traductrice de Daenerys. Je suis vraiment pas sûr de retenir ce nom tout de suite, hein. Je vais essayer, mais ça va être un peu difficile. Et donc, ouais, on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui s'installe entre eux, quoi, lorsqu'ils prennent tous les deux leur bain en même temps à une vingtaine de mètres de distance, et il sent que Vergris, il sent vraiment une attirance envers elle, en dépit du fait qu'il a été castré. D'ailleurs, ils font une espèce d'analogie là-dessus. J'adore le nombre d'analogies qu'on peut faire autour du sexe. C'est extraordinaire le nombre de trucs qu'on peut trouver par rapport à ça. Et un truc que je connaissais pas, une autre analogie que je connaissais pas, lorsque Myrandei en parle à Daenerys, Daenerys lui demande « Mais est-ce qu'ils ont tout perdu lorsqu'ils ont été castrés ? Mais que voulez-vous dire ? Je veux dire, est-ce qu'il a encore le pilier en dépit du fait d'avoir perdu les rochers ?» Tu vois. Non, ce genre de détails, ça me fait délirer, c'est puéril, mais ça me fait délirer personnellement. En tous les cas, ouais, il y a un petit moment
un peu mignon entre eux, avec Vergris qui cause pas à aller trop loin parce que c'est un homme d'honneur, etc. Mais où on sent que Miranda est, est un peu réceptive à ça. Ouais, elle serait pas trop contre. Mais c'est pas mal la façon dont ça évolue sans aller très loin tout de suite. Voilà, c'était sympathique ça. Autre chose chez Daenerys, il y a Selmy qui reçoit une missive d'un garçon qui vient de je sais pas où. Alors, j'espère très sincèrement qu'on va avoir une explication à ça, d'où ça sort ce truc-là, parce que ça a mis le temps, bordel de cul, hein, ça a mis le temps. Et ouais, c'est la grâce qu'il a reçue pour espionner Daenerys en fait. Donc ouais, ça date de l'époque de la saison 1 où il l'espionnait encore avant qu'il décide de se ranger de son côté et de trahir le roi Baratheon, c'est vous dire, hein, c'est vous dire. Donc, ouais, ça vient comme ça, donc Selmy comprend un petit peu ce que ça veut dire. Jorah essaye de s'expliquer, mais Daenerys le prend super mal parce qu'il avoue un petit peu tout ce qu'il a dévoilé au roi jusqu'au moment où elle était enceinte. Et donc les problèmes qui ont survenu par rapport à ça, ça venait en partie du fait qu'il a fait fuiter les informations sur elle, sachant que après ça, il a été complètement fidèle, il a été totalement, mais elle veut pas le voir, etc. Et elle lui dit barre-toi de ma ville, je veux plus jamais te voir. Donc c'est un moment un peu dramatique, le pauvre Jorah qui a tout renié pour être avec la femme qu'il aime, mais cette femme qui veut plus le voir en peinture, et elle lui demande de se barrer, de plus jamais la voir, quoi. C'est assez fort. Après, je trouve que c'est venu un peu rapidement. Honnêtement, cette révélation sur ses intentions de départ. Et ouais, c'est un truc. Étant donné qu'on crée une atmosphère, une ambiance un peu particulière dans ce genre de série, j'espérais un petit peu qu'on ne tombe pas dans ce genre de ficelle du menteur dévoilé, c'est-à-dire quelqu'un qui cache quelque chose et au bout d'un moment c'est plus trop grave qu'il ait caché ça parce que ce mensonge a fini par s'évaporer et il est complètement fidèle à elle quoi, donc ça veut plus rien dire et on remet ce mensonge sur le tapis et ça crée une dissension quoi, une dissension. Le seul truc que j'ai l'impression qu'ils vont pas suivre avec ce cliché-là, c'est la réconciliation peut-être. Hein. C'est pas impossible qu'on suive pas cette partie-là, mais voilà, c'est du déjà vu. Ensuite, il se passe deux gros morceaux, d'une part autour des Aériers, avec donc la suite. De ce que Baelish a fait, il a poussé Lysa dans le vide. Je sais plus comment on appelle ça, quoi, l'espèce de cercle particulier dans lequel on jette les gens pour les exécuter. Et il y a le conseil du Val qui se dit ok, qu'est-ce qui s'est passé, lui demande et qui a des soupçons. C'est un petit peu logique, hein, il peut pas s'en tirer comme ça. Et étant donné qu'il est un petit peu dans le coin, que depuis quelques temps on a des doutes, c'est logique et c'est pour ça qu'on fait venir Sansa pour témoigner, sachant qu'au début ils n'étaient pas censés savoir que c'était Sansa Stark, mais elle leur avoue et elle élabore un bon mensonge bien amené comme quoi c'est le temps qu'elle a passé à Port-Réal a fini par lui forger un petit caractère pour savoir mentir de façon convaincante, pour leur faire savoir que ben en fait elle s'est suicidée Lysa, comme Baelish voulait le faire comprendre aussi, avec des vérités et des mensonges, c'est-à-dire qu'elle mélange un gros morceau de vérité avec un gros morceau de mensonge aussi, quoi, histoire de rendre ça plus crédible, et je trouve que ça passe bien, quoi. Donc ouais, c'est un moment assez fort, et il y a une rencontre après rapidement entre elle et Baelish, où elle montre qu'elle lui fait pas entièrement confiance, mais elle sait un petit peu ce qu'il veut, elle le connaît un petit peu, alors que si on l'avait exécutée pour la mort de Lysa, elle aurait aucune idée de comment elle aurait été traitée par la suite. Donc elle veut partir plutôt vers le connu que vers l'inconnu. C'était bien amené ça. Mais maintenant que Baelish a gagné la confiance du conseil, il veut un peu, si vous m'excusez l'expression, leur sortir les doigts du cul et faire en sorte qu'ils soient plus actifs dans le conflit avec les Lannister, puisque ils sont pas du côté des Lannister, mais ils se mouillent pour rien du tout. Et il leur dit qu'il y a peut-être moyen d'arriver à quelque chose en utilisant Robin, le fils
de Lysa comme représentant, quoi. On pourrait le forger, le former pour faire un grand roi, malgré le fait que sa mère l'ait commis pendant tout ce temps. Et il y a un début de quelque chose qui se fait par rapport à ça, où il essaye de le manipuler un petit peu, de lui faire une éducation à celui-là. Et ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal par la suite. Voilà, et en même temps, aux Aériers, il y a Arya et Sander qui arrivent enfin. Ils ont mis une putain de saison pour venir, mais ils arrivent enfin. Eh ben dis donc, la route a été longue, hein. Oui, ils arrivent enfin, ils discutent un petit peu de la mort de Joffrey, comme quoi Arya aurait bien voulu être là, hein, donc une discussion un peu naturelle entre eux qui passaient bien, et donc ils arrivent aux portes, donc aux espèces de portes de garde qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, où donc elle se présente, Arya Stark, et le garde lui présente ses condoléances puisque sa tante est morte il y a peu de temps. Et c'est là qu'elle part dans une espèce de fou rire incontrôlé, Arya, et un rire totalement nerveux, c'est évident par rapport au fait que, où qu'elle aille, sa famille meurt en fait. Sa famille meurt avant qu'elle puisse les rencontrer. Et c'est pas dit de façon très explicite, puisque je trouve un peu dommage que ça aille pas... ça se soit pas un petit peu étendu après, mais voilà, elle se lance dans une espèce de gros fou rire nerveux après ça, en apprenant ça, parce que voilà, 3 fois de suite, elle pense rejoindre quelqu'un et cette personne meurt, soit devant elle, soit elle a loupé ça de peu, et donc oui, il y a ce côté très nerveux qui est assez fort dans le rire qu'elle fait porter, et je trouve ça un peu dommage que vous n'ayez pas étendu ça, montrer un petit peu comment elle se sent après. Bon, j'imagine qu'on le fera dans l'épisode suivant, mais je sais pas, je trouve que ça aurait gagné encore plus en force si vous aviez étendu ça un peu plus, ce petit moment, pour bien appuyer qu'elle craque un peu après ça. Ça aurait été la petite touche de plus qui aurait rendu ça encore plus fort, je trouve. Mais bon, c'était quand même très efficace sur le moment. Alors, autre chose à voir avant de passer au gros morceau hein, que vous attendez tous, autour de... Ramsay et Theon, ou Schling, qui doit jouer le rôle de Theon pour présenter une demande de reddition de la part donc de Ramsay à un fort quelconque qui appartient au Greyjoy. Moat Cailin, j'aime pas souvenir une seule seconde qu'il ait été mentionné une seule fois. Donc ouais, c'était bien la peine de faire une hypothèse sur le château qui voulait conquérir Ramsay. Hein. Enfin bref, il se présente là-bas en tant que Theon Greyjoy, en essayant du mieux qu'il peut de jouer cet acte, alors que ouais, vraiment mentalement, il est seulement Schling qui obéit aux ordres de son maître. Hein. Et pour leur présenter... donc la demande de Ramsay, comme quoi il veut qu'ils se rendent, et si ils se rendent, il les traitera aussi bien qu'il l'a traité lui. J'adore la façon dont il le dit, quoi. Rendez-vous, et il vous traitera aussi bien qu'il m'a traité moi. de façon, mais totalement honnête, sincère. Et ouais, il y a un moment assez fort où le chef, qui est complètement au bout du rouleau, se dit « Merde, on capitule pas, on est des Greyjoy », mais où ces hommes se disent « Non, 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 quoi, on a tellement bavé à garder ce fort, quoi, on est malade et tout, on en a marre, et s'il nous promet de bien nous traiter après, ok, très bien ». Donc il y a le second qui le tue dans le dos, le chef, et en acceptant de capituler. Et transition, tout le monde se fait exécuter. Voilà, Ramsay n'est pas un homme de parole, hein, c'est une sale crevure. Et ouais, c'est le nouveau Geoffrey à ce niveau-là, vous voyez. Je suis impatient de voir le moment où il tombera d'une certaine façon. J'espère qu'il viendra à ce moment. Ouais, c'est vraiment un sale enculé, quoi, fini. Et puis, il a l'air en plus de les avoir tués de la façon la plus... la plus vache, la plus gore possible. Genre, il les a éviscérés. Le gars, il l'a mis sur un pic, il l'a dépecé et tout. C'était... Voilà, vraiment un chic tape, un chic tape. Mais voilà, après ce haut fait, il y a son père, Lord Bolton, qui vient le voir et qui a officiellement changé son nom. Maintenant, tu n'es plus Ramsay Snow, tu es Ramsay Bolton. Je t'accepte au sein de ma famille. Et donc il se sent super content, hein, super honoré de ça. Et il me grimpe dans les échelons, celui-là. En dépit du fait qu'il a un petit peu gâché ce qu'il comptait faire avec Theon Greyjoy, mais apparemment, ça lui va bien ce qu'il a fait maintenant. Bolton se dira, c'est un gamin qui a de l'avenir, hein,
il a des ambitions. J'ai un peu peur, j'aurais un peu peur de ses ambitions à sa place, hein, parce que il y aurait moyen qu'il me veuille me poignarder dans le dos, mais ok. Donc c'était pas mal, ça appuyait très bien le personnage de Ramsay, c'est sûr, et ça appuyait bien une fois de plus la personnalité de Théon, enfin de Schling maintenant, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, même quand il doit jouer son rôle. Vient enfin le temps du duel, on l'a fait traîner un peu, c'est cool. Ça fait plaisir de voir qu'un duel judiciaire, c'est pas juste un truc qui se décide rapidement et qui se fait la minute après, quoi. C'est sympa. À nouveau, d'étendre ça et de montrer qu'il y a une espèce de préparation, une vraie préparation qui peut se faire, et donc une manipulation par rapport à ça. Une fois de plus, c'est ça qui rend ce duel judiciaire bien plus prenant et acceptable que les deux précédents, je trouve. Enfin bref, le duel judiciaire arrive, et avant ça, alors que Tyrion a toujours peur pour sa vie, parce qu'il n'est pas sûr de gagner quand même, la montagne c'est pas n'importe qui, ils savent rien d'Oberyn, ils l'ont pas encore vu combattre, ils font une petite réminiscence sur leur passé, et Tyrion parle d'un de leurs cousins, un cousin attardé qui a été frappé trop près à la tête, et qui passait ses journées à écraser des scarabées. Voilà, et apparemment c'est histoire d'appuyer que Tyrion va quitter ce monde en gardant certains regrets, et il appuie ça avec, je pense, un des regrets les plus anodins qu'il peut avoir par rapport au fait qu'il a jamais compris ce qu'il voulait en fait, ce frère attardé. Qu'est-ce qu'il a tiré dans le fait d'écraser toujours les mêmes insectes tous les jours, jour après jour? Et il a fait des tonnes de recherches là-dessus, il n'a jamais compris pourquoi. Et ça va être quelque chose qui le hantera si jamais il venait à mourir d'ici peu. Donc c'était un peu bizarre comme façon de pointer ça, mais j'avoue que ça faisait bien passer la mentalité de Tyrion, je reconnais. Hein, et c'est une fois de plus pour une histoire aussi anodine, le texte est super bien fait et l'interprétation suit parfaitement pour nous faire ressentir ce que ça veut faire passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il regrettera de ne pas avoir su en quittant ce monde. C'était pas mal, c'était pas mal. Enfin bon, le grand moment arrive, le duel entre Oberyn et la montagne, en grande pompe, etc. Et Oberyn, qui est du genre, ouais, un petit peu à se vanter, mais a raison, parce que punaise, c'est un sacré athlète. Alors, j'ai pas trop fait gaffe, sans doute que il y avait un doubleur cascade, une doublure cascade pour lui, parce que quand même, c'était assez fortiche, les mouvements qu'il a fait, mais waouh! En tout cas, je me suis laissé surprendre, j'ai pas fait gaffe une seconde qu'il y avait un doubleur cascade, ils ont bien fait le taf par rapport à ça, et voilà, il a des mouvements super gracieux, et ça le faisait super bien, et ça a donné un combat très fort entre lui et la montagne, contre laquelle il a vraiment une dent, hein, il a vraiment une dent contre ce type, par rapport au fait qu'il a tué sa sœur et ses enfants, et il le domine plus ou moins, même s'il y a quelques moments où on a un petit peu peur pour lui dans le combat, jusqu'à la fin où il le transperce avec sa lance, et alors qu'il est un petit peu... je sais pas s'il est sur le point de mourir ou s'il est juste gravement blessé, hein, c'est un petit peu c'est un peu un mystère, ça, on verra par la suite. Et il veut vraiment à tout prix lui faire avouer qu'il a tué sa sœur. Et c'est ça qu'il perdra, parce qu'en étant un peu trop confiant et en s'approchant un peu trop de lui, il finit par se faire renverser par surprise, et la montagne lui serre le crâne pour le faire exploser dans un moment super gore, etc. Et il a perdu. Et puis la montagne tombe au sol. Est-ce qu'il est mort à ce moment-là, ou est-ce qu'il est juste gravement blessé, il va se faire soigner? Je ne sais pas, nous verrons, mais ouais, il a perdu Oberyn. C'est frustrant, bordel. Alors je sais que c'est fait exprès, hein, allez pas me balancer en commentaire, oh, t'es pas que des choses mal se passent, j'ai bien compris que c'est fait exprès, hein. Pas la peine de faire la morale 50 fois, à chaque fois on me fait le coup là, à chaque fois que je regrette quelque chose, et que quelque chose se passe un peu trop mal. Mais oui, c'est un peu ce qu'on est censé ressentir. Je suis pas complètement con, merci de me le dire. Mais voilà, quoi, hein, je suis quelqu'un qui aime s'attacher au personnage, et je suis un peu déçu de ça, je vous cache pas.
Parce que oui, surtout, j'aurais adoré qu'ils fassent ravaler leur fierté aux Lannister en leur faisant perdre la face avec ça. C'est surtout ça. Même pas tant le principe qu'ils se vengent de la montagne, même s'il y avait quelque chose de fort là-dedans, c'était super bien amené. À nouveau, le personnage de Beren, dans les 2 derniers épisodes avant ça, était super bien foutu. Et le fait qu'il meure comme ça, de façon aussi gore, c'est... un petit peu frustrant, mais je comprends où ça veut aller, rassurez-vous, hein, je gueule pas à fond sur la série pour ça, pas la peine de me reprendre en commentaire. Je suis un peu déçu pour Oberyn parce qu'il pouvait avoir sa consécration, il l'a pas. Et ouais, j'imagine que c'était vraiment pour nous prendre à revers, hein, nous prendre par surprise, hein, vous croyez qu'il va avoir sa consécration, il se défend bien, mais à la fin, grand retournement, non. Et c'est assez fortiche, je reconnais, hein, ça prend par surprise, je nie pas une seconde. Et ouais, je me demande un petit peu ce qui va se passer pour Tyrion. Alors, est-ce qu'il va vraiment mourir en fait? Parce que bon, maintenant, il a perdu son duel judiciaire et il est condamné à mourir et ouais, apparemment, j'ai du mal à voir comment il pourrait s'en sortir d'une quelconque façon maintenant. Hein. Il est condamné à mort. Voilà. Donc l'épisode suivant, normalement, il devrait être tué devant tout le monde. Personne viendra le sauver, je pense pas. Ou alors, je sais pas, peut-être Bronn ou Shae. Genre, Shae, elle se sent un peu coupable de ce qu'elle a fait et elle viendra le sauver à la fin. Peut-être. Sans possibilité, j'imagine. Ou alors, j'en sais rien, peut-être que les forces de Stannis les attaqueront à ce moment-là et au moment de l'exécuter, ils feront pas gaffe et... Non, c'est pas logique du tout. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Ce qui fait que, honnêtement, la seule possibilité que je vois, c'est que il se fasse tuer, en fait. De façon, si ça se trouve, aussi non cérémonieuse qu'Eddard Stark, donc ce sera pas super satisfaisant, ce sera pas satisfaisant, quoi qu'il arrive, hein, que Tyrion meure dans la saison 4, alors qu'il en reste 4 après, ça me gênerait un petit peu, mais... Ouais, ça reste quand même un personnage que les fans adorent, on n'arrête pas de parler de Tyrion à fond... Je sais pas trop, ça me paraît un peu bizarre qu'il meure aussi vite. Et le truc, c'est que j'essaye de voir comment il pourrait survivre. Par quel retournement scénaristique il pourrait arriver à s'en sortir, et je vois pas là. Donc je suis à la fois un peu créatif parce que il y a clairement cette grosse possibilité qu'il meure sans cérémonie presque par la suite, comme... la plupart des personnages qui ont subi un peu le même sort, quoi. Dire, ah, t'es capturé, tu vas crever, quoi. Il y a plus rien à dire. Mais il y a cette petite possibilité, cette espèce de curiosité de voir comment, s'ils comptent le faire survivre, comment ils vont s'y prendre, quoi. Je verrai bien. En tous les cas, c'est un épisode bien. Il y a feu... Il y a quelques petites choses qui me frustrent. Je suis désolé pour ceux que ça énerve, mais quand il y a une conclusion de personnage qui me frustre, ça déteint sûrement l'appréciation de l'épisode. Hein. C'est pour ça que je trouve pas que l'épisode où Robb et Catelyn sont morts super rapidement, de façon quasi déprimante, et si extraordinaire que ça, quoi. Il y a un aspect choquant fort là-dedans, mais je trouve pas que ce soit sensationnel non plus. Et en dehors de ça, c'était pas non plus ultra bien écrit, parfaitement, etc. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a ce côté un peu frustrant de la mort d'Oberyn à la fin, qui est complètement voulu, hein, je le reconnais une fois de plus, qui m'empêche d'être grandement exalté devant cet épisode. Et une partie des éléments avant qui sont faits, pas de façon mauvaise, mais juste correcte, comme par exemple le passage autour de Jorah, qui font que c'est pas un épisode que je trouve excellent, contrairement à certains, je pense, qui devront adorer le fait que « Oh, mais il est mort, ils nous ont surpris avec ça, c'est trop génial !» Oberyn. Sans doute, des gens vont adorer pour ça. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Pas excellent. Voilà, c'était bien, un bon épisode. Ça aurait pu être plus satisfaisant sur certains points, je trouve. Ou mieux amené sur certains points, même sans compter la mort d'Oberyn. C'est pour ça que j'apprécie, une fois de plus, et il n'y a aucun épisode n'est mauvais jusqu'à présent. Hein. D'ailleurs, oui, je me souviens que au début de cette rétrospective de ces réacs, il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire « Attends de voir ce qui se passe après la saison 3. À partir de là, ça va un petit peu devenir plus discutable. Hein, il va y avoir plus de choses à redire. » Et honnêtement, je trouve pas que cette saison 4 soit grandement en dessous des 3 premières saisons. Hein. Je trouve qu'elle les vaut à peu de choses près. Bien entendu, je trouve toujours que la saison 3 est un peu au-dessus des autres.
Mais globalement, je trouve cette saison 4 est au même niveau, en moyenne à peu près, que les trois premières. J'ai pas de gros trucs à redire, honnêtement. Enfin, peut-être, je sais pas, peut-être que la fin me donnera tort, il reste plus que 2 épisodes quand même. On verra bien. En tous les cas, bon épisode, à bientôt pour l'épisode 9. Bye!